Aujourd'hui, on continue à courir partout, mais je reste à peu près moi-même, quand bien même dans des états différents, et en me demandant dans quelle étagère. On va aller plus loin avec un roman qui évidemment parle de toute autre chose. On va parler d'Orlanda, de Jacqueline Hartmann. Jacqueline Hartmann, c'est une autrice dont j'ai repéré le nom il y a quelques années, mais que je n'avais pas encore lu. C'est ce qu'on appelle parfois, avec certaine grandiloquence, une des grandes femmes de la littérature, ou des grandes dames, on dit souvent des dames, de la littérature belge. Je crois qu'elle est décédée en 2012, elle a eu le Médicis justement pour Orlanda. Et, et après, elle avait fait pas mal de romans, j'avais repéré un truc de SF. Bon, c'est quelqu'un qui a aussi été psychanalyste, qui a eu 2 périodes d'écriture dans sa vie. Quand je regarde Wikipédia, c'est pas quelqu'un que je connais très bien. Je découvre juste. J'ai trouvé cet exemplaire à la librairie du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. C'était le seul exemplaire neuf qui traînait. On peut le trouver d'occasion, mais de toute façon, je ne peux que vous encourager à aller à la librairie du Centre Wallonie-Bruxelles pour découvrir de la littérature belge ou en lien avec la Belgique, parce qu'il y a par exemple mon essai qui est vraiment mis en valeur, merci beaucoup, mais clairement moi je travaille pour l'ULB, pour l'Université Libre de Bruxelles, mais je ne peux pas tellement dire que je sois belge. En tout cas, j'en suis très très heureuse, mais je ne suis pas sponsorisée, là c'est tout à fait bénévole et de réelle bonne volonté. Orlanda, c'est ce texte, c'est ce roman, donc je ne sais plus quelle a été l'année du Médicis, pour ça que j'ai pu voir. Bah, ça doit être l'année de parution. Là, moi, j'ai une édition de 22, dépôt légal 90. Je crois que j'avais vu 96. Peut-être que 98, c'est le poche. À ce niveau-là, oui, c'est ça. 96 chez Grasset Fasquelle. Ça m'a vachement plu. Donc, on va commencer par là. Et une des grandes questions va être, est-ce qu'il s'agit ou non d'un roman trans ? Là, moi, je pense que c'est pas 100% trans dans le sens queer actuel et qui va coller avec des enjeux contemporains, on va le dire très simplement comme ça. Je crois que ça nous amène aussi d'autres choses et que poser la question de l'essentialisme, c'est un poil plus compliqué. Et c'est peut-être aussi pour ça que là, Jacqueline Hartmann ne fait pas un travail de psychanalyste, mais de romancière. Je vais m'expliquer, mais pour ça, pourquoi pas commencer par lire un peu le début, qui va mettre un peu dans l'ambiance, mais ça va très vite être surprenant. Ouais, j'ai ma flotte, j'ai la tisane, on est parti. Alors, donc, c'est un peu dommage d'avoir collé un Picasso pour ça. ADD et Toury en les remerciant pour l'appartement, donc c'est plutôt rigolo et intime. Et on va avoir d'abord une épigraphe mise en exergue, roman, histoire feinte, écrite en prose, où l'auteur cherche à exciter l'intérêt par la peinture des passions, des mœurs, ou par la singularité des aventures. Le Petit Littré 1990. Qu'est-ce que ça nous donne ? C'est pas la première fois qu'on trouve des épigraphes en mode définition. On avait un peu ça dans Voyage au bout de la nuit, par exemple. C'est une façon de placer sous une égide générique. Alors on va déjà dire Orlanda, évidemment, ça nous rappelle le Orlando de Virginia Woolf. Ça tombe bien, j'avais fait une vidéo sur Orlando. On s'en rappelle, dans ce roman incroyable, Virginia Woolf montre quelqu'un dont, pile au milieu de la vie, la personne change, son corps change de sexe. Et Orlando, je sais même plus d'ailleurs dans quel sens. Si c'est d'homme à femme ou de femme à homme, comme quoi ça compte pas vraiment. Donc il y a tout un arrière-texte élisabétain du changement de sexe, donc c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le théâtre de Shakespeare, entre autres et pas uniquement, qui rend, qui place la chose dans une tradition littéraire. Évidemment, dès le titre, Orlando, Orlanda, on a bien quelque chose, on va dire, du changement de genre, pour justement un personnage qui va changer de genre. Alors on va dire de sexe, parce que là on se met vraiment dans le contexte des années 90. Sexe, genre, ça se dit pas forcément exactement avec les mêmes termes qu'aujourd'hui. Et puis là en fait c'est aussi une question de corps et de sensorialité. Donc voilà, avec le titre, titre plutôt thématique, le personnage, mais enfin qui d'emblée, boum, met dans une tradition, inscrit dans un siège littéraire Woolf, ce qui va être de l'ordre du travestissement, changement de sexe, c'est pas la même chose. Mais on va aller jusqu'au changement de sexe, mais qui appartient à toute cette tradition, notamment élisabéthaine anglaise, et avec ce twist de la finale, le O devenant A, donc globalement le masculin devenant féminin. Donc là ça a l'air à peu près clair, et puis l'illustration choisie va bien dans ce sens-là, mais enfin je sais pas qui l'a choisi. L'épigraphe, elle est une définition avec clairement une source, etc. Donc on est vraiment dans quelque chose qui va
placé sous une égide non plus thématique, mais plutôt rématique, puisque ce qui est défini ici, c'est un roman. Donc en fait, c'est comme une espèce d'annonce de programme de lecture, où le titre pouvait encore être mystérieux, mais il ne va pas le rester longtemps. Et là, on a quelque chose autour du genre littéraire dont il est question, que se passe-t-il ici, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'important pour la suite, mais qui va, en fait, aussi paradoxalement annoncer quelque chose d'un peu sérieux, d'un peu figé, hein, Petit Littré 90. Alors, Petit Littré, c'est pas le grand, on n'est pas dans quelque chose de complètement universitaire, mais tout de même, citation, référence de la citation, j'espère que les travaux du dessus, ça va. Tant qu'ils sont pas à la cisotos, j'en profite, parce qu'en plus, j'ai pas trop le temps pour tourner ce week-end. Enfin, j'ai pas le temps d'attendre qu'il fasse plus de bruit, quoi. Et donc, quand il faut moins de bruit, on y va. Et puis là, je commence à être vraiment fatiguée. Ça aurait été toute la semaine. En tout cas, on a, voilà, comme ça, quelque chose, finalement... Bon, ben, tout ce qui était élisabétain, légèreté, changement, twist, let's twist again, boum, s'arrête ici, avec cette espèce de définition qui, en même temps, annonce la feintise, la liberté, le roman. On va la reprendre très précisément, même si... Comment la commenter, puisqu'en fait, le choix, c'est d'être une citation. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'intertexte qui va s'afficher pour éclairer ce qui est en train de se passer. Donc c'est un double intertexte, romanesque et twisté, et on va dire factuel, définitionnel, et conservé, référentialisé. Alors j'ai pas été vérifié s'il s'agit vraiment de la définition exacte. On peut même dire qu'elle est un peu archaïque, à mon avis c'est la définition qui date du 19e à la peinture de mœurs, etc. Je pense que ça, c'est pour justement, enfin en tout cas ça a pour effet, plutôt que d'aller chercher une intention, de donner une connotation un peu sérieuse, hein, à tout cela, et même un peu presque, enfin j'ai envie de dire tristoun. C'est pas que ça va susciter un sentiment triste, c'est purement factuel et objectif. Mais c'est du factuel et objectif, boum, qui va donc placer les choses sous une forme de son authenticité, qui paradoxalement est celui de la fiction, du roman, avec voilà, peinture des passions, des mœurs, singularité des aventures, mais on a histoire feinte. Donc quelque chose qui va être de l'ordre à la fois, c'est vraiment une définition intéressante, hein, il y a une tension entre la représentation, peinture, passion, mœurs, singularité, et d'un autre côté, ce qu'on va avoir, c'est la feintise. Et bien sûr, le présupposé d'une écriture en prose ne va pas du tout de soi, puisqu'on a évidemment des romans en vers, mais là, ce n'est pas le cas. Et après, on a une organisation du récit qui est un peu étonnante en époque, première époque. Alors, je vais reprendre la table des matières là, pour le décrire un peu plus clairement. Première époque, et là, on va avoir 8 journées, du vendredi au vendredi, et une seconde époque. Voilà. Et je vais ensuite parler, peut-être, je vais voir, de la suite. Première époque, première journée. Tout commence. C'est presque une forme de genèse avec un ancrage qui donne une impression d'absolue première époque, comme si c'était son nom, comme quand on dit Renaissance ou Lumière par exemple, et qui, dans le même temps, n'est absolument pas précis parce que voilà, c'est un numéro, c'est pas une date, donc il y a quelque chose, un peu comme pour cette épigraphe, qui est paradoxalement précis dans son imprécision, ou par son imprécision. Et en même temps, les questions de période, elles peuvent faire penser à de la géologie, à des datations, enfin voilà, à des temps longs. Et là, le découpage en journée, évidemment, qui rappelle le découpage en semainier, même si on est plutôt en 8 plutôt qu'en 7, donc c'est comme si on excédait la semaine biblique. Mais il a bien sûr voilà, aussi cette espèce de temporalité de la Genèse, de la création. Vendredi. Et ça commence rarement le vendredi, donc en fait ça commence pratiquement en week-end. Et ça, c'est quand même un décalage intéressant. La scène inaugurale se déroule à Paris, en face de la gare du Nord, dans le café qui se dénomme ambitieusement Brasserie de l'Europe. C'est chrome, plastique et moleskine, un décor propre à faire éclore la neurasthénie dans l'âme de toute personne qui commettrait l'imprudence de le regarder. Il est un peu plus d'1 heure. Certains clients mangent un œuf à la russe, d'autres des sandwichs. Aline Berger, 35 ans, assise devant une eau minérale dont elle prend régulièrement quelques gorgées. Donc là, c'est une phrase sans verbe. Je n'avais pas réalisé.
On annonce que 20 minutes avant le départ, Raquel quitte trouver son train et Aline n'aime pas attendre. Dans le grand hall disproportionné et bruyant, où elle n'est jamais sûre qu'elle pourra s'asseoir. Maintenant, elle peut être sûre que non, parce que les gars ont changé. Madame Berger me semble assez peu concentrée sur sa lecture. De temps à autre, elle promène autour d'elle un regard qu'elle reporte ensuite à sa montre. Le temps ne passe pas. Elle n'aurait pas dû partir si tôt, mais elle a une nature inquiète et craint toujours d'être en retard. Et puis, ses recherches terminées, qu'aurait-elle fait en ville? Elle a passé 1 heure à l'orangerie, une demi-heure à la librairie Smith. Il ne lui restait plus qu'à plonger dans le métro. Elle soupire. Elle s'attache au texte, qui ne la captive pas vraiment. C'est la 10e fois au moins qu'elle relit le passage crucial d'Orlando, où a lieu la transformation, cherchant à en saisir le sens sous-jacent. Elle a toujours le sentiment de rester en surface et ne consent pas à penser qu'il n'y a peut-être rien en dessous. Elle s'applique. First comes Our Lady of Purity, whose brows are bound, j'avais oublié qu'il fallait lire en anglais, with fields of the woods that slumps wolves, je suis vraiment mauvaise, whose hair is an avalanche of the driver's snow, etc. Elle bâille. Derrière les mots sur lesquels elle s'acharne, un autre courant de pensée sinue, déroulant les méandres cachés des fleuves qu'on dit intermittents, car, parfois, ils coulent à ciel ouvert pour disparaître entièrement sous terre. Pour disparaître ensuite sous terre. On croit qu'ils s'arrêtent là, ils ressurgissent quelques kilomètres plus loin. Jouissant du privilège du romancier, dont je n'ai jamais caché que je me sens dotée, c'est cela que j'écoute, et bientôt ma surprise est extrême. Et si on changeait de sexe? Si je t'abandonnais, ô âme timide, ce corps de fille? Et si j'allais loger dans un garçon? Tiens, celui qui est là en face de moi, blond, un peu hirsute, il a le regard furtif mais la bouche large et ferme, des résolutions opiniâtres. Assise dans sa tête ou assis? Comment m'apparaîtrais-tu? Oh, je crois que je me détournerai vite de toi, car sans ma vigueur, sans ma rage et ma force qui te font parfois si peur, car tu les nommes violence, tu serais terne. Vite vaincu, tu irais de défaite en défaite à travers une vie étriquée. Je te dérange depuis toujours et tu me caches comme tu peux, avec du rouge à lèvres, de longs cheveux et des jupes de soie que le moindre mouvement fait virevolter. On te trouve charmante et féminine, mais moi j'habite ta peur et j'y suis à l'étroit. Si j'étais un homme, je ne rechercherais pas les femmes. Je les connais trop bien, je me dresserais joyeux devant d'autres hommes. Je ferais ce que fille, je n'ai pas osé faire. Je les défierai. Peut-être n'ai-je jamais aimé les hommes qu'en homosexuels, mais évidemment homosexuels honteux, qui n'osent pas connaître son penchant, et je me suis déguisée et eux. J'ai revêtu ce corps bizarre où je ne me suis jamais sentie chez moi. Ils me désiraient parfois. Et comme je ne me désirais pas, je n'y comprenais rien. À être un garçon, il suffit que je lâche la bride à ma pensée que tu tiens, toujours si durement enserré, et je peux imaginer cet autre corps, plus ferme, avec un large torse plat, où les pectoraux jouent librement. Mes hanches deviennent étroites et je pressens au bas de mon ventre la turgescence qui ressemble aux hampes de la victoire. On les agite lentement, les soirs de bataille sur les champs jonchés de mort. Tu as peur, tu te crispes. Tu m'ennuies. Je marcherai d'un pas tranquille, je regarderai les hommes en face, ce qui t'épouvanterait. Ils seraient un peu effrayés, mais certains se retourneraient pour me suivre des yeux, et peut-être en choisirais-je un que j'entraînerais, séduit vers des abîmes qui ne me soupçonnaient pas. Je les connais bien. Je sais ce qu'ils aiment. Amant? Je sens que je serai plus habile qu'amante, car rien ne me ferait peur. C'est aux filles qu'on apprend la pudeur et la retenue. Comme garçon, je n'ai rien appris, puisqu'on ne soupçonnait pas mon existence. Je partirai naïve vers des terres inconnues. Dieu, quel voyage! Ils me font rire avec l'Amérique, Christophe Colomb. L'Amazonie, le cercle polaire, même la Lune et la planète Mars inconnue est en face. 100 fois j'ai logé dans ses bras, et je ne suis pas entrée. L'autre sexe est plus loin que Vega du Centaure. Je cogne mon front contre les têtes fermées, je ne passe pas, je dis « À quoi penses-tu » Il sourit, et je reste dehors.
éperdu, solitaire, enfermé dans ce corps de femme qui s'est toujours soumis aux peurs médiocres que tu n'oses pas quitter. Mais je ne leur en veux pas car ce n'est pas leur faute, ni la mienne. Nous sommes mêmement asservis à cette irréductible identité qui nous sépare autant que le sont les galaxies et nous fait nous ruer l'un vers l'autre, tentant de tromper la curiosité avec le plaisir. Jamais une femme n'a été homme, jamais un homme n'a été femme. Chaque sexe possède un savoir qu'il ne saurait partager. Et les stupides opérations que je sais qu'on pratique ne sont que leurs déguisements qui ne touchent pas l'esprit, elles costument les corps et tuent le désir. Mais s'incarner dans un corps intact, changer de monde en faisant 3 pas, je est un autre, c'est en italique. Je et 1000 autres, et puisque ce jeu me lasse, pourquoi ne pourrais-je pas le quitter? Voilà. Je fais sauter un gros paragraphe. Ah, si je m'introduisais en lui, il suffit peut-être de le vouloir, etc. La chose est décidée, je change. Cela ne se peut pas, c'est incroyable, et je le fais. Je te quitte sans me retourner, je suis page 13, et je traverse l'impossible. Je ne sens rien, je sais seulement que je passe, je flotte dans l'indéfinissable, entre l'avant et l'après, en un point qui n'a forcément ni durée ni espace, c'est le zéro absolu du temps, et cela s'étire infiniment. J'existe pendant une éternité dans un nulle part dont je ne peux pas me souvenir, même pendant que j'y suis, car pendant n'a plus de sens. Je n'ai d'autre réalité que ce jeu indissoluble dont je ne comprends pas ce que c'est, mais dont l'évidence prodigieuse m'illumine. Il est, au sein de l'innommable, le noyau de certitude, la garantie, l'ancrage immatériel qui permet cette impossible navigation, dans laquelle je me dirige avec assurance, alors qu'il n'y a ni haut ni bas, ni devant ni derrière, et que cependant, je sais où je vais, je viens à peine de partir que j'arrive. J'ai traversé l'éternité, aucun temps ne s'est écoulé, rien n'a été parcouru, je m'incarne, j'aboutis. L'univers se reforme autour de moi, je possède un regard, j'entends, je sens, je suis, je l'ai fait. Aline est là-bas, je suis ici, la séparation a eu lieu, je regarde avec stupeur, moi, qui lis, oui, le verbe est désormais la 3e personne du singulier, attentive devant la demi-badoie, presque bu, un drainage rénal régulier et la condition d'une bonne santé, mon père me l'a toujours dit, moi est en face. Voilà, on va juste un peu gloser là-dessus. C'est évidemment très frappant, j'ai envie de pleurer en fait, ça. Je sais pas exactement ce qui me touche si fort dans cette espèce de légèreté, de possible pouvoir d'efficace de la volonté. Alors voilà, plein de choses en vrac, comme ça, un peu comme elles vont venir. Déjà, on va pouvoir dire, il y a quelque chose qui est de l'ordre, je sais pas à quel point c'est du féminisme essentialiste ou pas. Je sais pas si j'arriverai vraiment à... Voilà, est-ce que c'est queer ou pas? Je crois que oui, assez. Et pour d'autres raisons aussi qui vont être de l'ordre de la... Ça paraît un peu frivole de le dire comme ça, mais de la légèreté, de la fluidité, très exactement. Et il y a un mot que je n'ai pas envie de laisser à Damasio, qui est celui de furtif, et de la furtivité, et en même temps autre chose. Bon, est-ce que, ici, ce jeu irréductible est réellement irréductible? Il est affirmé comme tel, et en même temps on le voit immédiatement et dès le début du roman, et c'est bien le présupposé. Ça ne fonctionne pas. Il ne l'est pas, ça ne reste pas là, ça va bouger. Ça bouge tout de suite. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'identité, d'un passé de cette identité aussi, de ce modelage, de ce conditionnement qui est là, et qui va jouer malgré, et qui va se traduire ici dans du féminin et du masculin. Et globalement, la peur et la pudeur sont féminines, et le masculin est le nom de cette émancipation. Donc ça pourrait être très essentialiste, et en même temps, rien que du fait de passer de femme à homme, d'aller comme ça occuper le corps du jeune homme en face pour aller draguer des mecs, et donc c'est pas le Playboy de Constance Lebray, hein, on n'a pas cette espèce d'incarnation male gaze par une femme hein, qui trouble quand même sacrément. Bon, vous m'avez dit que c'était ennuyeux aussi, moi ça m'a quand même pas mal plu. Mais là, il y a encore voilà, quelque chose qui est... On va aimer de la même manière, donc, mais finalement ça sera plus la même manière, mais on va aimer les mêmes objets d'une autre façon,
et avec un autre point de départ, donc c'est presque de la phénoménologie, mais alors, le masculin, le féminin, je pense que là, on a vraiment quelque chose de l'ordre d'un héritage psychanalytique, et qui en même temps s'en déjoue pas mal. Parce que le masculin et le féminin, qui ont donc pour nom globalement émancipation, courage, audace pour le masculin, et conditionnement pour le féminin, en fait, c'est un peu toute l'histoire du roman, ils vont là, ils se retrouvent séparés et ils incarnent un peu comme ça, comme des principes. Alors la psychanalyse, elle n'est pas, le masculin c'est les hommes et le féminin c'est les femmes, hein, c'est censé être un peu différent. Mais en tout cas, moi ce qui va m'intéresser en dehors de l'approche psychanalysante ou psychanalytique, évidemment que je vais certainement pas renier la profession de Jacqueline Hartmann, c'est juste que moi ce ne sont pas mes outils. Elle va se faire ici par, finalement, ouais, comme un peu des principes, je vais pas dire en mode yin-yang, qui joue avec aussi l'idée d'une espèce d'androgyne. Ça, c'est un truc qui va se retrouver quand, en fait, Aline et ce nouveau jeune homme vont se retrouver et se compléter. Pas exactement comme on le pense, mais c'est un peu malaisant quand même. Mais c'est malaisant et c'est très heureux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un soupçon d'inceste, mais il n'y a pas d'inceste. Voilà. Pour globalement, trigger warning, ils ne couchent pas ensemble, mais ils sont très heureux d'être ensemble. Et c'est ramené, voilà, à cette espèce d'hermaphrodite originelle ou d'androgyne originelle, façon Platon, hein, c'est le mythe du banquet de Platon, ça. Et de la moitié manquante, parce que finalement, ce masculin et ce féminin, bah, ils étaient tous dans Aline, mais le masculin, je mets des guillemets, mais en fait, ici, qui va s'incarner à un moment permis, qui est celui de la fiction, qui est même métaleptique, parce que c'est à partir de la lecture d'un roman que quelque chose se passe, qui n'est pas l'Orlando de Virginia Woolf, dans lequel c'est le même corps qui change. Là, en fait, il y a l'appropriation, l'alignation d'un autre corps. Et ça change des trucs aussi. Ça va permettre aussi de faire que ces corps ont des passés. En fait, c'est comme si ces principes s'incarnaient diversement, et ça ne va pas rendre Aline moins audacieuse que d'être séparée de cette part du masculin, qui va paradoxalement s'appeler Orlanda et pas Orlando. C'est là, vous voyez, hein, comme tout est troublé, comme les séparations, les limites ne sont pas si nettes. Et ça va la rendre aussi plus audacieuse de rencontrer sa part la plus audacieuse, même si elle va avoir du mal à y croire. Et donc finalement, je pense qu'un des arrière-textes, un des hypotextes, autrement dit, c'est... texte source des arrière-plans, c'est La femme eunuque de Germaine Greer, que je n'ai pas encore lu, mais qui est un des grands textes féministes, hein, sur l'idée que les femmes sont pour une part mutilées symboliquement, parfois physiquement, dans leur possible puissance, par le conditionnement sexiste qui ici est parfaitement décrit, qui est rappelé d'un point de vue, je ne vais pas dire matérialiste, ça c'est exagéré, mais en tout cas, on va dire du côté de la socio. Voilà. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est quand même des éléments qui sont extrêmement importants et qui vont venir très très vite. Rien ne me ferait peur, c'est aux filles qu'on apprend la pudeur et la retenue, comme garçon, je n'ai rien appris. Et donc en fait, elle avait un garçon en dedans qu'on n'a pas permis, auquel on n'a pas permis de s'exprimer. Donc c'est pas le paradigme trans dans le sens Wang Body, qui est en fait un paradigme, on va dire, plus de vulgarisation, pas forcément très juste. En fait, ça parle pas tellement dysphorie, ça parle pas non plus exactement de féminisme, mais ça joue, enfin, c'est-à-dire qu'avec ces concepts-là, qui sont pas entièrement contemporains, mais qui n'étaient pas les concepts dominants au moment de l'écriture, et je pense pas que pour Jacqueline Hartmann, c'était des configurations absolument dominantes. Il y a quelque chose, voilà, qui va jouer avec des choses du côté évidemment des concepts psychanalytiques, pardon, parce que là c'est de la vraie psychanalyse. Ça va avec avec ces espèces d'indéfinitions, j'allais dire des définitions, mais en fait, il y a peut-être une définition de roman, mais tout le reste est indéfini et incarné en même temps. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Et en même temps, par l'incarnation, il y a le passé qui va rester, donc ce passé conditionnement qui va être échappé, esquivé, déjoué par l'incarnation ailleurs, et
cette incarnation, elle n'est pas sur une masculinité, on va dire, classique, hégémonique, traditionnelle. Voilà. Elle va se faire dans un jeune homme assez beau, mais ça, voilà, qui est chassé de son propre corps, d'une certaine façon, et dans une masculinité très sensuelle, aguicheuse, et complètement gay. et 100% gay. Donc voilà, ce qui pourrait être le masculin n'est pas non plus le masculin social patriarcal. C'est encore autre chose qui se joue. Et je trouve que là, dans l'ordre des fluidités, c'est absolument réjouissant. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement joyeux dans ce texte, et ça, c'est vraiment peut-être un des points très très importants, et qui va se faire aussi et se dire, là, et ça peut-être que c'est des choses sur lesquelles je reviendrai à la Sorbonne dans quelques temps. Je crois que dans tout ça aussi, ce qui va être vraiment très important, c'est de voir aussi, je parlais du passé conditionnant, éventuellement mutilant, mais là ce qu'on a, c'est un poil plus subtil. C'est d'abord aussi un modèle littéraire moqué, légèrement parodié, réinvesti. Je dirais moqué, on va plutôt le dire taquiné. C'est celui d'Orlando de Virginia Woolf, qui ennuie Aline, mais qui est dépassée. Et qui va ensuite être commenté, et Aline, elle est quoi? Elle est prof de lettres à la fac, évidemment. Donc moi, ça m'a beaucoup fait rire, évidemment, parce que bon, les projections, elles sont marrantes et faciles, et voilà, et c'est toujours rigolo d'imaginer une prof de lettres un peu coincée se retrouver embarquée dans des histoires de genre aussi complexes, mais et puis elle est légèrement moquée, enfin elle est pas ridiculisée, c'est pas méchant, mais voilà, ça fait d'elle un super support en tant que personnage complexe. C'est un personnage complexe d'ailleurs, Aline, assez intéressant, mais elle est aussi un support évidemment très propice à cette intertextualité qui en fait la dépasse. Et c'est quelque chose qui montre une certaine performativité de la littérature. Et là c'est complètement butlerien. Enfin, je crois que c'est même plus que butlerien. Et qui va encore plus loin sur... c'est un roman de la métalepse. C'est un roman où ce n'est pas seulement que des genres ou des principes de genre se retrouvent ailleurs. Et même d'ailleurs dans cette rencontre dans un train, on peut retrouver Michel Butor et la modification. Des choses de cet ordre-là. Mais tout est pris de façon un peu légère. On a un peu l'impression de voir l'opéra de Figaro, quoi. Et évidemment du Shakespeare. Pour raconter tout ça, tout ce qui va se passer. Et cela, en fait, par des citations. Non pas qu'il s'agit de tout le temps retrouver la nuance, mais là, on le voit avec « je est un autre, moi internaute », les commentaires sur les accords de genre, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de l'instabilité du texte, de l'instabilité dans les accords, comment se dire, etc., qui est amusé, qui est complètement amusé et amusant, et qui passe par ce jeu est un autre, prenons-le littéralement, et boum, allons voir ce qui se passe. Et c'est un peu comme si la métalepse c'était un principe d'écriture. Et voilà. Et on va... Hartmann va ainsi jouer autour de ces représentations, de ce que peut être le masculin, le féminin, de ses visions du monde, pour complètement les déjouer, les mettre en scène, les faire se rencontrer. Et ça fonctionne assez bien. Et je trouve qu'elle a... alors, je pense qu'il y a plusieurs moments où c'est... Enfin, moi, il y a quand même eu 2-3 moments où je trouvais ça un peu cringe, en mode, oula, ça, est-ce que ça serait pas un peu transphobe? Je pense que c'est en fait parce qu'il s'agit de ça et pas de ça. Et avec aussi des concepts qui sont plus les nôtres, et en même temps, voilà, cette incroyable fluidité au niveau des textes, et qui passe par aussi cet amusement porté par la voix narrative. Et cette voix narrative, elle ne va pas amener carrément à ce qu'on appelle la narration hétérodiégétique, donc incarnée par un personnage qui serait même en dehors de l'histoire, voire homodiégétique pour être dans l'histoire. Mais on a quand même un jeu qui n'intervient pas et qui raconte. Et ça donne à la fois une impression d'authenticité, parce qu'on a plutôt tendance à croire les témoignages. Moi, j'y étais. Et en même temps, d'étrangeté,
Parce que qui c'est qui raconte et qui peut savoir tout ça? Et cette instabilité, bon, c'est exactement celle de roman là que je montrais tout à l'heure. Je reprends Madame Berger. Madame Berger me semble assez peu concentrée sur sa lecture Et un peu plus loin, on aura une marque d'accord au féminin. Donc c'est une voix narrative qui est féminine, qui est une femme, qui est quand même un avatar de Jacqueline Hartmann elle-même. Voilà, on est complètement dans ce qu'on appelle l'intrusion d'auteur, j'ai envie de dire intrusion d'autrice, mais ça va jamais être complètement défini. Et ça va avec des espèces de formalisme, là, Madame Berger. C'est presque mondain, c'est formel. Mais c'est un formalisme qui... Madame Berger me semble assez peu concentrée, qui est un peu narquois. De temps à autre, elle promène, etc. Et donc, voilà. En fait, on a une espèce de voix narrative qui peut être la romancière, qui s'amuse de son personnage, qui prend des distances, qui feint de prendre des distances, tout en étant complètement en focalisation interne. Et on va avoir aussi, après, des topoïs littéraires, genre de la représentation de son corps à la première personne, mais juste après un changement de sexe, c'est un peu marrant. Voilà, avec pisser dans un train, des trucs comme ça, c'est hyper drôle. Et qui sont quand même globalement toujours amusés. Donc ça fait des personnages, quelque chose un peu comme... moi, j'ai vraiment l'impression de lire un genre de roman picaresque, de super bonne humeur, avec une romancière de très bonne humeur, et en même temps au milieu de grands tourments, mais tout est cool. Donc, quelque chose de très, très Mozart, très élisabétain, et je pense quand même assez queer, ou en tout cas complètement lisible de manière queer, avec une grande question, mais où sont les lesbiennes? Ça, c'est vraiment l'angle mort. Y a pas. Ça, vraiment, y a pas. Et c'est... Voilà, en tout cas, c'est un roman qui m'a vraiment énormément plu, sur lequel je pense que je me pencherai davantage dans les prochains temps. Mais voilà, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Pour toutes ces raisons-là. Et j'en profite pour vous signaler plusieurs pétitions à signer, notamment suite et en réaction, et pas uniquement en réaction aux attaques transphobes de ces derniers temps, et évidemment qu'il est temps de s'organiser un peu plus fort et de soutenir beaucoup plus ouvertement. Donc je mets ça en barre de description. Tout le roman, voilà, joue avec cette impression de... Donc là, ça c'est un point de départ, qui va amener une enquête sur mais qui suis-je, puisqu'il y a un passé. Aline ne comprend pas, mais elle va être retrouvée ensuite par ce personnage, très étrange, qui est elle-même et pas tout à fait, et qu'elle ne reconnaît pas, évidemment. Quelque chose d'un peu policier se trame en plus en dessous, un peu thriller, et c'est très très chouette à lire, et vraiment très intéressant comme roman. En plus de poser des questions, on va dire, intéressantes, c'est vraiment très très amusant à lire. N'hésitez pas à le commander chez vos libraires, et je vous dis à bientôt.